Vu que le film sort cette semaine, je me suis dit que j'allais me mettre à la page. Chainsaw Man. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, qu'à être tranquille, après on va tout spoiler. Chainsaw Man raconte l'histoire d'un jeune homme, chasseur de démons, qui après un événement tragique va lui aussi devenir un démon avec une tête et des bras tronçonneuses. Il va rejoindre une sorte d'organisation dans laquelle il va continuer à faire son activité, c'est-à-dire tuer des démons pour protéger la population. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description, le commentaire épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie. Vous allez avoir la VE STFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà 28 ans plus tard et Until Dawn. Sur Disney+, vous avez Thunderbolt, Lilo & Stitch et même Elio. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application officielle HBO, et vous pouvez même, si vous avez l'abonnement, via Canal. Il suffit de vous connecter à HBO avec le compte Canal, ça fonctionne. Vous avez Superman, Destination Finale Bloodlines ou encore Bring Her Back. Vous le savez, en ce moment, il y a certains sites internet qui vous demandent une carte d'identité pour que vous puissiez y accéder. Donc si vous voulez continuer à vous hastiller l'Alexandre en paix, utilisez un VPN. De même, si vous voulez vous la jouer un peu en mode Jack Sparrow cinéphile, il vous faudra un VPN pour être en pleine sécurité. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, vraiment tout le monde peut le faire sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. J'ai entendu parler de Chainsaw Man il y a des années, mais je n'avais jamais vu la série. Vous me connaissez, je regarde pas beaucoup d'animés. Voici la liste de tous les animés que j'ai vus dans ma vie et je suis pas un spécialiste, c'est-à-dire que je fais cette critique du point de vue de quelqu'un qui regarde des films et des séries, mais vu que le film sort cette semaine en France, c'était le moment idéal pour me motiver à découvrir de l'animé. En plus, c'est parfait, c'est 12 épisodes de 20 minutes, ça va très très vite. Et le film, c'est 1h40, j'ai pas besoin de connaître le manga, j'ai pas besoin de voir beaucoup d'œuvres avant, comme Demon Slayer où il fallait regarder plusieurs saisons. Là, je me suis dit, écoutez, c'est parfait, il n'y a qu'une seule saison, je peux en parler cette semaine, je ferai la critique du film, et ça sera le premier film suite d'animé que je vois en salle, parce que j'ai vu des films d'animation japonais, évidemment, logique, mais là, regarder un animé chez moi et ensuite enchaîner sur le film en salle, je n'ai jamais fait ça, donc c'était vraiment pour moi un moyen de découvrir une œuvre cinématographique un peu nouvelle d'un certain point de vue, donc j'en parlerai, mais avant, voici ma critique de la première saison. J'étais assez surpris lorsque j'ai commencé la série, car moi, j'ai juste vu le marketing. J'ai vu un mec avec une tête de tronçonneuse tuer des gens. Je me suis dit, ok, ça va être ça la série, mais elle commence avec cette histoire d'un jeune homme qui est un adolescent perdu un petit peu dans la ruralité japonaise, qui se voit obligé de vendre ses organes afin de payer les dettes de son père. Il enchaîne les petits jobs dangereux, chasser littéralement des démons, et des petits jobs humiliants comme manger des cigarettes par exemple, uniquement pour survivre. On est déjà dans une critique du capitalisme, de l'ubérisation, des petits jobs qui sont forcés sur les pauvres afin juste de les faire exister et de ne pas les laisser mourir de faim. Donc c'est à la fois humiliant et c'est un système qui les oppresse et c'est montré avec ce début que j'aime beaucoup et l'œuvre va beaucoup tourner autour de ça, chose que j'ai trouvé assez intéressante parce que je m'attendais pas du tout à ça. Moi j'ai vu Chainsaw Man, tronçonneuse, c'est parti du sang, la violence, mais pas du tout. En tout cas pendant un long moment c'est pas du tout ça. Et il y a plein d'exemples de cette critique du capitalisme. Il y a littéralement des humains qui ont vendu leur âme et sont devenus des zombies uniquement pour potentiellement avoir du pouvoir, sauf que là ils se finissent forcés à manger les autres. Voilà, encore une fois c'est le truc d'oppression, les gens qui se mangent entre eux, vous l'avez compris, c'est évidemment l'avidité de l'homme qui est punie ici, et on est face à un personnage qui est à la fois obéissant, mais il triche aussi souvent. C'est ça que j'aime beaucoup. La cigarette, par exemple, il la mange pas réellement, mais il en profite pour se faire un petit peu d'argent dessus. Et à la fois, il est fataliste par rapport à son rapport au sort qui lui est tombé dessus. T'as l'impression qu'il n'a pas décidé de cette vie, presque avant sa naissance, sa vie était déjà décidée. Encore une fois, une critique, vous l'avez compris, un peu de comment on est, de ce qu'on a le droit de faire, des opportunités qu'on a. Et lui, il est un peu fataliste par rapport à ça. Il se dit, ok, bah, je vais faire ces petits jobs de merde toute ma vie, je vais mourir à cause de ça et je vais jamais toucher des seins. On en parle juste après de ça. Les dettes de son père et le trauma de sa jeunesse le hantent encore aujourd'hui et beaucoup de personnages seront clairement hantés et traumatisés par leur créateur. Ça peut être un père ou un démon.
par exemple. Il y a un côté héréditaire par rapport à beaucoup de personnages et ça se ressent dans toute l'œuvre, chose que j'ai aussi appréciée parce que ça parle encore une fois de oppression d'un parent à un enfant, mais aussi d'un autre point de vue que je vais expliquer juste après. C'est un schéma qui se répète, car le traumatisme du créateur crée un lien aussi avec les animaux. Je veux dire, toi, quand tu es le père d'un animal, entre guillemets, il y a un lien à la fois d'oppression, de famille, de symbiose qui est intéressant, et c'est aussi le récit de l'œuvre. Par exemple, Denji, le protagoniste, il a un animal tronçonneuse, c'est un petit démon avec lequel il va s'unir pour devenir ce qu'il est. Vous savez, la fameuse chose que tu vois sur les affiches, lui en mode tronçonneuse, et c'est une scène assez touchante parce que c'est une sorte d'adieu presque à l'impression, même si c'est plus compliqué que ça. Mais il y a un apport évident à l'union, à l'amitié, à l'obéissance, toute l'œuvre avec beaucoup de personnages. Ça peut être un animal, mais ça peut être un humain aussi. Et j'aime beaucoup l'ambiance de solitude du début de l'œuvre, qui se vend très sérieuse et puis qui va enchaîner sur un démon tomate. Par exemple, c'est le contraste aussi qui fait la force de l'œuvre. Il a l'air un peu débile, ce mec-là, Denji, et en même temps, la série fait un peu ce truc de débilité entre grosses guillemets, mais ça raconte beaucoup de choses. C'est ça la force de l'œuvre, c'est que ça va vraiment con et un peu pour Gooner, mais en réalité, ça parle de plein de choses sérieuses que j'aime beaucoup. Et ça change beaucoup aussi par rapport à la violence qui est à la fois cathartique, jouissive et tragique à certains moments. Il y a un côté un peu rock, une énergie, une libération et une vengeance contre le système qui se dégage aussi tout le long de la série. Mais la dynamique de l'œuvre change énormément lorsque les nouveaux personnages apparaissent, les personnages qui seront là quasiment toute la série. C'est ce groupe, une sorte d'organisation qui s'occupe des démons et donc Denji sera recruté. Alors il n'a pas vraiment le choix et ça qui va être intéressant, mais il se dit ok, je vais participer à cette organisation, en échange j'aurai peut-être la chance de toucher des seins. C'est ça sa motivation principale au début de la série, c'est juste toucher une paire de seins. Et vous dites, mais c'est quoi cette série pour adolescents? Alors faut le savoir, hein, Denji est un adolescent, il a 16 ans et c'est un peu son rite initiatique, il veut faire sa première fois et ces choses-là. Donc il mélange bien le côté vraiment violent, démoniaque et tout, et le côté, bah ça reste un ado qui veut toucher des seins. Et c'est marrant à quel point cette idée de toucher des seins est bien utilisée dans l'œuvre, parce qu'en fait ça a créé une sorte de relation de soumission sexuelle entre Denji et beaucoup de personnages féminins de l'œuvre. Ça m'a fait penser beaucoup à ces thrillers, vous savez, américains des années 90 où la femme a été ou oppressée par l'homme ou c'était un peu l'inverse, et c'est assez intéressant. Il va être tellement obsédé par le fait de toucher des seins qu'il sera à la fois victime de son ignorance, son manque d'expérience, il sera considéré littéralement, c'est ce qu'ils disent dans l'œuvre, comme un petit chien. Et en même temps, il va reproduire un truc assez intéressant dans ce système, c'est que les femmes auront toute tendance à devoir, ou même vouloir, mais en fait c'est surtout un devoir, vendre leur corps en échange de services. C'est-à-dire qu'à chaque fois, une femme va essayer d'attirer un homme, ou avec un bisou, ou avec le fait de l'embrasser de manière générale, ou le sexe, pour obtenir ce qu'elle veut. Donc c'est des femmes qui évoluent toutes dans un système très patriarcal où pour réussir, elles ont besoin de vendre leur corps. Et c'est assez particulier parce que Denji, il est un peu innocent, mais il fait partie du problème. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est juste toucher des seins. Donc il est prêt à tout faire pour toucher des seins. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour motiver Denji? Bah donner leurs seins. Donc c'est un peu particulier et ça montre à quel point ce système ne fait du bien ni à Denji qui est complètement obsédé par ça et il devient victime, ni aux femmes qui sont victimes de ce système qui doivent donner de leur sexualité pour faire plaisir aux hommes et avoir ce qu'elles veulent. Donc les femmes sont à la fois sexualisées et montrées comme la clé du désir, mais de manière négative. J'en parlerai évidemment en spoiler parce qu'il y a pas mal de scènes sur ça. Et Denji semble être vraiment l'incel, gênant, débile, mais vu qu'il est un peu victime aussi de cette société patriarcale, il nous fait un peu de la peine. Et j'aime beaucoup parce que ça critique ça. Vu que lui est complètement obsédé par les femmes, elles sont obligées d'essayer de potentiellement lui donner ce qu'il veut en échange de services. Parce que quand même, c'est un démon tronçonneuse, il peut faire pas mal de choses qui sont importantes pour l'organisation, mais le seul moyen de le motiver, c'est les seins. Donc voilà, on est dans une situation qui peut-être est un peu loufoque quand je dis ça à haute voix, mais ça marche bien dans l'œuvre parce qu'il y a beaucoup de manipulations affectives, sexuelles, et c'est fortement critiqué par l'œuvre de manière générale. Et lui ne voit les femmes que par le spectre des seins. Et ça, c'est une critique qui sont faites évidemment aux hommes, mais c'est aussi une critique qui est faite à ce Denji-là qui se rend pas compte que c'est pas bien de faire ça. Et c'est ça qui est intéressant. Ça va même créer des rivalités entre hommes juste pour le désir potentiel d'une femme qui va l'accepter ou les accepter. Et évidemment, il y a une évolution par rapport au personnage. Là, je vous fais un constat genre des 2 premiers épisodes, mais bon, ça va aller bien plus loin que ça. Et la mise en scène va jouer sur ça. Ça va faire un lien entre le sexe, entre les seins, les fesses, mais aussi cette jouissance et cette catharsis, encore une fois, de tuer
de se soigner aussi par le sang, parce qu'en fait les démons se soignent en mangeant le sang d'autres personnes. Il y a un côté un peu vampirique de la chose, parce que les personnages en même temps ils se vampirisent émotionnellement à cause de la manipulation, ils se vampirisent aussi sexuellement, mais c'est aussi un lien qui fait que les scènes d'action, il y aura beaucoup de sang, c'est plus, il y a un côté presque, j'ai pas envie de dire ça comme ça, mais éjaculation et plaisir de tuer d'autres démons. Donc c'est marrant le lien qu'ils font, je trouve, thématiquement et aussi dans l'œuvre par rapport à ça, et c'est un mélange d'émotions, ce cocktail, en fait, pour un adolescent, parce que ça reste l'histoire d'un ado, un rite initiatique. Et le plus intéressant, c'est que c'est une formule Monster of the Week, je sais pas si on dit ça dans le monde des animés, mais grosso modo, chaque épisode, il y a un monstre, et ils vont devoir affronter ce monstre. Alors ça change à partir d'un épisode où ça va complètement être différent, il y aura juste une sorte de fil rouge qui vont suivre au début, et ensuite l'histoire qui va avancer au fur et à mesure. Mais ce qui est intéressant, c'est que vu qu'ils tuent des démons, mais que les personnages principaux sont aussi des démons, il y aura un truc qui va être bien par rapport à cette déconstruction de qu'est-ce qu'un démon. Ils ont une discussion dans la série, est-ce qu'un démon voiture, parce que vous savez, Denji c'est le démon tronçonneuse, ils vont se dire est-ce qu'un démon voiture est forcément méchant? Ils vont commencer à citer des qualités et des choses négatives par rapport à ce que pourrait faire un démon voiture. Et il y a plein de démons différents par rapport à des objets qui pourraient être méchants juste par leur non, en fait, une voiture, est-ce que c'est méchant ou pas? Donc ils vont déconstruire cette figure du démon, et ça j'aime bien. Il y a quelques flashbacks par rapport à certains personnages, mais ils vont pas forcer dessus. Là, l'histoire se concentre vraiment sur l'avenir, peut-être même un peu trop, je dirais. Je pense que cette saison-là met en place trop de choses auxquelles on n'a pas du tout de réponse pour l'instant. Et tu vois vraiment qu'ils vont faire plein d'épisodes où tu n'auras genre aucune réponse pendant un moment, et ils vont te dire t'inquiète, t'inquiète, dans 2-3 saisons, un peu comme SNK, tu auras peut-être des réponses. Donc ça peut être un peu frustrant, mais je trouve que la série reste complète. Oui, peut-être t'as envie d'avoir des réponses à certaines choses assez rapidement, mais fatalement, ça reste jouissif dans la construction et t'es jamais frustré par la narration de manière générale. À la fin de la saison, t'as juste envie de voir la suite, mais t'as quand même l'impression qu'on t'a servi un truc complet, c'est ça qui fait plaisir. Donc il y a pas mal de choses par rapport à ça, il y a un côté évidemment géopolitique, les Américains par exemple sont clairement critiqués dans l'œuvre, ils vont sûrement devenir un ennemi majeur, hein, j'imagine, du Japon, mais ça parle aussi des Soviétiques. Et il y a plein de trucs comme ça, je pense, qui vont être vraiment importants par la suite. Il y a un côté conspiration qui est évident, il y a un côté terrorisme qui est beaucoup mis en avant, que ce soit aux États-Unis, au Japon, et par rapport à ce que font certains personnages avec ces groupes secrets et ces attaques sur des territoires par d'autres personnages. Enfin, il y a vraiment un truc, en limite deep state, conspiration, espionnage, un petit peu qui a l'air pas mal. Et une analogie aussi qui est évidente, c'est par rapport à la bombe nucléaire. Il y a ce qu'on appelle le GAN Demon. Désolé, j'avais des sous-titres en anglais pour des raisons... clin d'œil, vous avez compris, qui peut atomiser une partie de la population. Et ce GAN Demon, c'est un peu le MacGuffin de l'œuvre. C'est le personnage qu'ils doivent retrouver pour l'arrêter, tout simplement. En tout cas, c'est ce qu'on pense, parce que un GAN Demon, il peut littéralement atomiser comme une bombe atomique une partie de la population. Et c'est ce qui s'est passé dans l'un des événements de l'œuvre, avant évidemment le début de la série, c'est dans un flashback. Et c'est ça le but de l'œuvre, hein, c'est de trouver cette arme qui serait destructrice pour l'utiliser ou pas. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que forcément, pour un pays comme le Japon qui a subi la bombe atomique, on ressent beaucoup dans leur art, dans leur cinéma, dans leur série, cette présence de la bombe atomique. Godzilla, c'est le meilleur exemple, hein, évidemment. Et là, ils en parlent beaucoup. Il y a un aspect religieux et sur la superstition que je trouve pas mal, qui je pense sera encore plus développé dans la suite de l'œuvre, mais il y a un peu cette ambiance guerre froide que j'aime bien. De toute façon, ils disent hein, soviet, ils disent pas russe, ils disent soviet dans l'œuvre. Après, il y a plein de détails que j'aime bien. Le fait qu'on dirait que tout est peint à la main ou dessiné à la main, et que de l'autre côté, la tête de Denji soit littéralement faite par ordinateur, et ça se ressent, ça crée une sorte de différence entre ce qui est fait à la main, le côté humain, et le côté démon qui est fait par ordinateur, que j'aime bien. Puis après, je pense que c'est juste une question pratique, parce que faire tourner la tronçonneuse à la main, c'est chiant, alors que par ordinateur, ça peut être plus facilement fait. Les combats, je les trouve vraiment bien faits en termes de verticalité, de mouvement dans l'espace. On n'est jamais perdu dans la ville, il y a des objets qui volent, il passe à travers, parce que le mec a une tronçonneuse, donc il peut couper à travers les objets. Donc il faut que la mise en scène nous montre qu'il peut passer à travers, et c'est important, et je trouve qu'ils le font vraiment bien. Il y a un vrai poids, tu le ressens, il y a un gigantisme et tout. Moi, je suis pas un spécialiste de l'animation japonaise en termes de qualité, mais en termes de mise en scène, j'aime bien le côté rock'n'roll qui est super efficace. Encore une fois, je pense que catharsis, c'est un bon mot, parce qu'à chaque fois qu'il y a un démon qui se fait tuer, il y a du sang partout et tout, c'est vraiment jouissif, et ça, c'est vraiment bien. Donc il y a un truc que j'aime beaucoup, qui c'est particules et cette pluie de sang à certains moments, surtout quand les personnages sont satisfaits d'avoir tué un ennemi. Il y a ce truc un peu post-relation sexuelle que j'aime bien. Peut-être là je fais de la suranalyse, mais vu les thématiques de l'œuvre, ça me semble pas complètement fou de dire ça, parce que parfois il y a des personnages, ils vont être à poil après avoir gagné un combat, ils ont du sang partout sur eux, ils sont fatigués. Il y a un truc où tu dis ah, c'est comme s'ils venaient d'avoir le même plaisir qu'après une relation sexuelle. Typiquement, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais j'aime bien parce que la série arrive à avoir des scènes d'action qui ont une vraie narration. Il se passe vraiment beaucoup de choses dans l'action, c'est généralement avec peu de dialogue lors de ces scènes, et ça arrive à faire des choses qui sont
vraiment réussi, dynamique, t'as envie de te lever limite de ton siège et de regarder et être diverti. Donc je trouve que ça, ils l'ont vraiment bien fait, on en parlera surtout en spoiler. Mais oui, il y a du vrai développement de personnages, je trouve qu'ils évoluent vraiment bien. Tu passes toi en tant que spectateur par pas mal d'émotions différentes, tu sais pas vraiment comment ressentir certaines interactions, comment juger certains personnages, et ils sont pas trop manichéens, c'est ça que j'aime beaucoup. Tu pourrais dire, ok, bah, le personnage principal c'est le mec le plus appréciable de l'œuvre, mais en fait c'est aussi un petit con à certains moments, donc j'aime bien parce que certains personnages, ils ont des craintes, des problèmes, des objectifs, des crises existentielles à certains moments, et ils ont tous une bonne alchimie, je trouve, qu'elle soit positive ou négative dans l'œuvre. Je trouve que la série s'occupe vraiment bien de comment les personnages interagissent, et je trouve que les épisodes sont vraiment différents, et ça change drastiquement à partir de l'épisode 8, hein. La structure change complètement, et je trouve que c'est bien, c'est osé, je trouve, en termes de narration, et ça rapporte quelque chose de complètement nouveau, qui donne encore plus envie de voir la suite. Donc oui, c'est moins thématique lors de la seconde moitié et plus action, mais je trouve que l'équilibre est bon, parce qu'ils vont alterner d'épisodes avec plus de calme, moins de budget entre guillemets, plus sur les relations entre personnages, ensuite ils vont se faire plaisir avec de l'action, certes moins de choses profondes, mais il y a quand même des choses à prendre dans cette action-là, donc oui, je trouve que c'est vraiment réussi de ce point de vue-là. Et en termes de générique, je sais qu'il y a beaucoup de références cinématographiques, voici celles que moi j'avais devinées. Donc il y a 3 Tarantino, Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Once Upon a Time in Hollywood, il y a No Country for Old Men, il y a L'échelle de Jacob, vous savez, sur évidemment cette marche. Il y a Big Lebowski, il y a Massacre à la tronçonneuse que vous voyez juste là. Et ensuite, c'est les autres que j'ai pas réussi à deviner, que j'ai vu en ligne, comme Constantine et des choses comme ça. Bref, voilà. Moi, j'ai juste réussi à en deviner quelques-uns en termes de cinéma. Mais il y en a beaucoup plus que j'avais pas compris, surtout des refs japonaises et des refs genre Constantine. Enfin, j'ai vu le film, hein, mais j'ai pas du tout fait le lien par rapport à l'œuvre. Après, je dois être honnête, par rapport aux rêves cinématographiques, il y en a dans la série en soi, mais la majorité sont dans le générique. À certains moments, je me suis dit, ah, ça c'est marrant, ça fait penser à tel film, mais globalement, les références sont pas autant marquées que beaucoup de personnes m'ont dit en ligne. Et c'est pas grave, c'est ok. Et c'est très cool comme série, honnêtement, pour conclure. Ça parle de sujets sérieux que j'aime bien. Ça prend le point de vue un peu débile, violent, qui pourrait être stupide en réalité, mais ça va tacler des choses qui sont vraiment intelligentes, sérieuses, et c'est vibrant. C'est vraiment, je trouve, assez poussé de certains points de vue, et ça arrive à raconter beaucoup de choses qui sont très peu manichéennes, qui vont te faire ressentir des choses différentes sur le personnage. C'est peut-être un peu trop court en termes d'histoire, parce qu'il y a 12 épisodes et il se passe beaucoup de choses, donc peut-être t'es un peu frustré sur certains développements, mais tu vois que tout est prévu pour avoir un grand arc, avoir plusieurs évidemment saisons et des choses comme ça, donc la frustration elle disparaît, surtout quand tu finis la saison, et pendant quelques épisodes t'es un peu perdu, tu te poses des questions, mais à la fin de la saison tu te dis ok, c'est compréhensible, même si j'ai vécu un peu ces légères frustrations avant, à la fin t'as juste envie de voir la suite. Ça manque un peu d'émotion me concernant, je pense qu'il en fallait un peu plus, et je pense que c'est bien du fait qu'il y a beaucoup de personnages, il y a peu de temps avec eux de manière générale, mais je pense que le film peut être émouvant parce que le film a l'air d'être une sorte de conclusion à cette saison 1. Je sais pas, j'en ai aucune idée. J'ai même pas vu la bande-annonce du film, mais je le vois un peu comme ça. Peut-être j'ai tort, on verra bien ce mercredi, j'en parlerai. Mais oui, ça m'a donné envie de voir le film, c'était bien, et j'aime bien ce genre d'animé. Voilà, 12 épisodes, ça va vite, c'est cool, et c'est divertissant. Donc oui, je peux vous conseiller Chainsaw Man. C'est vraiment cool, c'est pas exceptionnel, c'est pas dingue je trouve, mais c'est très bien, et franchement ça passe vite, et c'est un bon moment, et ça donne envie de voir le film, et on en parlera. Mais maintenant, on va passer en spoiler. C'est ce que je disais sur les femmes qui utilisent à chaque fois leur corps pour vendre. Power, elle veut juste récupérer son animal de compagnie et elle doit littéralement motiver Denji en lui disant de toucher ses seins. Et ça, c'est un peu triste en réalité. Si c'est ça qui motive Denji, c'est triste pour lui et c'est triste pour le système et pour ces femmes qui doivent vendre leur corps pour juste avoir ce qu'elles veulent. Mais ce qui est intéressant par rapport à Power et par rapport à la série, c'est qu'elle veut sauver cet animal qui est très cher pour elle, et ça crée un lien direct avec Denji, forcément, qui lui aussi avait un animal de compagnie, ce bébé tronçonneuse bizarre, et c'est aussi en lien avec l'héritage, c'est-à-dire qu'elle, elle avait un héritage démoniaque, et Denji avait un héritage de dette. Il y a pas mal d'endroits, tu vois, dans l'œuvre et de moments où il y a un héritage, et tu vois qu'il est problématique, et que les enfants sont souvent abandonnés, laissés seuls, et ils doivent se débrouiller. Et ce truc par rapport aux compagnons, il est important, parce que tu as toujours ces structures de domination entre celui qui est au-dessus et celui qui est en dessous, et vraiment il y aura une opposition qui va se faire, s'il y en a une, parce que parfois c'est juste de la manipulation et quelqu'un va obéir, mais les animaux c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu as un animal, et en théorie, il n'y a pas ce truc de domination, il y a ce truc de symbiose, et ça, c'est un truc qui est positif dans l'œuvre, il est bien montré, parce que c'est la symbiose et l'entraide qu'il faut atteindre. Et on parle d'animaux, mais en réalité, ça parle
de l'équipe, ça parle des différents gens, Power, Denji et tous. Et c'est encore une fois le rapport au travail, hein, c'est-à-dire la domination au lieu d'avoir de la synergie qui est mise en avant. Et l'évolution de Denji est intéressante parce que c'est un mec pauvre en chien, littéralement, en chien sexuel et en chien parce qu'il est vu comme un chien par pas mal de personnes, qui doit faire face à ses pulsions et apprendre à mieux se contrôler. Et c'est ce que je dis, c'est montré lors de l'action aussi, parce qu'il fait face à un monstre. Il est faible, lui, Denji, et en même temps, il doit affronter ce mélange à la fois de phallus et de mamelles qui représente un peu qui il est, quoi. Je veux dire, c'est un jeune adolescent qui veut des seins et il doit affronter un monstre bite, quoi. Et c'est un peu rigolo, enfin, c'est pas subtil, mais c'est un peu vu comme ça. Et c'est aussi pour montrer qu'il a besoin d'aide. Il peut pas faire ça tout seul, il doit être aidé. Et c'est là que la série se transforme en série plus d'équipe, plutôt que sur Denji, là où les premiers épisodes, les 4 premiers étaient vraiment sur Denji. Là, on va commencer à parler de plus en plus des autres personnages qui vont s'impacter les uns les autres et la série va se poser et sera plus lente à partir de maintenant et ça fait du bien, c'est plus doux, plus comique et on va se concentrer sur les dynamiques entre les personnages. Et mis à part le fétichisme des pieds qui est quand même assez omniprésent dans l'œuvre, il y a un truc qui est quand même, je trouve, assez fort dans la scène où Denji va enfin toucher les seins. C'est-à-dire que c'est vu comme négatif, il a ce qu'il veut. Mais il est un peu déçu par le rembourrage et en même temps, ça brise son mythe. Mais surtout qu'après avoir goûté à ça, il est vide, il est creux, il sait plus comment apprécier la vie parce qu'il n'a pas vraiment kiffé en réalité. Il était à la fois stressé, il a eu le droit à ça, mais il n'y avait rien après. Enfin, il était vraiment vide après ce moment-là et c'est compréhensible. Et il y a un moment où sa vie devient un peu plus existentielle et c'est là qu'il va passer, comme les zombies qu'on a vu en début de l'œuvre, un zombie vide de sens. Et c'est encore là qu'il va se faire encore plus manipuler parce qu'elle voit qu'il perd sa motivation et il a besoin de quelque chose en plus. Donc elle lui explique que la romance c'est essentiel et elle va complètement le manipuler dans cette scène. Et tu sais pas vraiment si c'est un fantasme, un rêve, entre guillemets, hein, on sait que la scène existe, mais tu sais pas non plus si elle ressent un peu quelque chose pour lui. Tu sais pas du tout parce qu'elle a l'air vraiment d'être là en dominatrice pour l'obliger à faire ce qu'elle veut. Mais en même temps, tu dis peut-être il y a un truc. Et c'est un peu normal par rapport à un autre épisode par la suite. Mais j'aime beaucoup comment il joue sur justement lui qui perd un peu le sens de la vie, qui doit trouver un nouveau moyen d'exister, d'être heureux. Et ensuite, ça repart sur ses chasses aux démons. L'épisode 6, hein, c'est une sorte d'épisode à la paranoïa, en mode The Thing, où est le démon, qui est-ce qui peut être le démon. L'hôtel fait un peu penser à Shining aussi, évidemment, c'est la grosse référence cinématographique, hein, cet épisode-là. Mais l'épisode 7, que j'ai beaucoup aimé, même si le 6 est très sympa en mode Monster of the Week, l'épisode 7 va vraiment te parler de ce qui est important dans l'œuvre au final. C'est ce trauma du Gun Devil, ce trauma qui a détruit les gens, dont la personne ici présente, émotionnellement. Ça parle évidemment des tombes qu'on peut voir, voilà, et vous savez, des soldats de la Seconde Guerre mondiale, des choses comme ça. Et c'est là que tu vas comprendre vraiment de quoi parle l'œuvre. C'est pas juste chasser des démons, c'est ok, ce pays a été attaqué, comment est-ce qu'on vit avec les traumatismes, comment est-ce qu'on passe à autre chose, et comment est-ce qu'on se venge d'un certain point de vue. Et ce moment au bar, c'est pour moi un peu le cœur de la série aussi. Ils se relâchent, ils deviennent une vraie équipe, et surtout ce fameux bisou de vomi qui était le catalyseur du gros changement de la série. Mais avant d'en parler, il y a quand même beaucoup de regards autour de la table. Des regards de jalousie, de curiosité, de manipulation, et tu sens que cette équipe, elle n'est pas vraiment soudée, tu sens qu'il y a des frictions au sein de l'équipe et des envies différentes pour chacun des personnages, et personnellement j'aime beaucoup le début de l'épisode 8, ça mélange à la fois, première fois, désir, sexe, romance, rêve et viol à la fois, parce qu'il n'a pas l'air très consentant quand même Denji, et c'est assez intéressant, et en plus tu sais pas vraiment si c'est un rêve, si c'est ce qui se passe réellement, parce qu'il y a des flashbacks par rapport au bar. En plus, lui, il est bourré, donc il peut clairement s'imaginer ce qui se passe. Il y a pas mal de choses, je trouve, dans la narration qui te mettent le doute sur ce qui se passe réellement. Alors, je dis pas que tout est inventé, tout est un rêve, évidemment, mais ça te fait ressentir des émotions différentes avec l'utilisation des flashbacks, des flash-forward, et ça, j'aime bien. Après, moi, ce qui m'a choqué, c'est le changement brutal, hein. Alors oui, déjà, on avait une ambiance très pesante dans ce genre de scène, mais la mort de tous les personnages que tu as appréciés lors de ce début de saison est brutale, et assez marquant, je trouve. Mais pourquoi est-ce qu'ils meurent? Comment ça se fait qu'ils sont tous morts? Est-ce définitif? Tu te poses plein de questions. Tu sais pas quelles sont les limites pour l'instant de l'œuvre. Est-ce qu'une mort est vraiment définitive? Parce qu'on a vu des démons se faire tuer. Est-ce qu'ils meurent pour de vrai? Bon, t'as plein de questions par rapport à ça. Et t'as l'impression qu'il y a un vrai changement de dimension, presque, de dimension narrative. Surtout, la série a drastiquement changé. Il y a plein de nouveaux antagonistes. Et t'es un peu perdu, c'est vrai, pendant un moment, pendant quelques épisodes. Mais tu comprends qu'en fait, il y a pas mal de choses qui tournent autour de Denji. T'as ce mec-là qui est clairement
le même mec que Denji, mais pas avec des tronçonneuses, des épées? Est-ce que tous les mecs qui ont des armes comme ça ressemblent à Denji, ou c'est juste ce mec-là? Donc c'est intéressant par rapport à ça. Et tu te demandes vraiment comment ils ont fait pour survivre. Alors elle, tu sais un petit peu, c'est un démon, mais est-ce que les autres ont survécu? À ce moment-là, j'étais vraiment plein d'interrogations et je découvre une sorte de Makima complètement différente avec elle qui crée cette attaque terroriste, hein, disons les choses, qui va faire énormément de mal. On montre ses capacités, son pouvoir, mais surtout on voit le côté sauvage, dangereux et obéissant, parce qu'elle obéit quand même à des supérieurs, à des gens. Et tu vois qu'à la fois elle veut se venger, elle veut créer un truc, c'est professionnel et personnel. Donc ça j'aime beaucoup parce qu'elle est à la fois douce, manipulatrice, et fatalement, après cette scène-là, tu sais pas vraiment de quoi elle est capable. Parce qu'on la voyait comme une manipulatrice sexuelle, mais là, vraiment, elle a montré quelque chose de bien plus fort, de bien plus dangereux. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte pour, je pense, la suite de l'œuvre. Mais c'est vrai qu'à partir de là, c'est particulier parce qu'on se concentre de moins en moins sur Denji. Il devient presque secondaire d'ailleurs. Et je trouve que c'est un bon choix, mine de rien, de découvrir les autres personnages de plus en plus. J'aime bien comment ils introduisent des nouveaux persos qui sont, on ne sait pas trop quoi. Est-ce que c'est des antagonistes, des protagonistes? On a un mec qui est un peu charismatique, traumatisé. Il a l'air dangereux. Il peut tuer ses fameux élèves qu'il va avoir. Et il a des caractéristiques aussi similaires à Denji. L'alcool, bon, Denji n'est pas encore alcoolique évidemment, mais les femmes, la violence, on dirait presque, avec la même coupe que lui, hein, une sorte de Denji du futur, plus vieux. Voilà, il y a pas mal de personnages, d'antagonistes, protagonistes qui ressemblent beaucoup à Denji, et ça montre, je pense, quelque chose qui sera surtout répété par la suite dans l'œuvre, mais vu que j'ai pas lu, je n'en sais rien, mais je le vois un peu comme ça. J'étais perdu à ce stade, c'est vrai, mais je comprenais les thématiques de deuil, de chagrin, le questionnement autour de la place de ces jeunes et comment les entraîner, comment en faire des vrais soldats, entre guillemets. Il y a ce rite initiatique, et en même temps, bah oui, ils sont traumatisés, ils souffrent, et je pense que c'est volontaire pour les spectateurs d'être un peu perdus à ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais en même temps, ils veulent garder le cœur de l'équipe et les relations entre les personnages. Oui, ils vont rajouter beaucoup de démons. Il se passe beaucoup de choses. Voilà, moi j'étais un peu perdu à ce stade-là. Ils rendent Makima encore plus dangereuse parce qu'elle va faire des liens entre les puissants. Elle va à un moment vraiment torturer psychologiquement des gangsters, faire un chantage, non pas sexuel cette fois-ci, mais juste de violence, évidemment. Mais tu sais pas vraiment quelles sont les vraies allégeances de ce personnage-là. Est-ce qu'elle bosse pour elle? Est-ce qu'elle bosse pour ce, je sais pas, syndicat, gouvernement? Tu sais pas vraiment qui ils sont. Mais j'aime beaucoup l'excuse qu'elle utilise. C'est-à-dire que ils se comprennent les deux à table ici. Ils se comprennent que elle donne une fausse excuse pour la sécurité, c'est-à-dire qu'il faut tuer des démons pour résoudre le problème, et le mec comprend que c'est juste une fausse excuse pour ses propres motivations ou pour ses supérieurs. Donc ça, c'est un truc de la vraie vie, hein. La critique des gouvernements qui disent on a besoin de plus de sécurité, et au final, bah, ils enlèvent des droits, ils gagnent en armement, des choses comme ça. Donc je trouve que c'est intéressant, et j'aime bien de voir plus de personnages secondaires avoir de la place à l'écran, parce que tu penses qu'ils vont s'en sortir, t'essaies de voir vraiment c'est quoi les enjeux par rapport à eux, et même si t'as pas eu beaucoup de scènes avec eux, ça permet de, je pense, hein, avoir plus de choses différentes dans l'œuvre qui vont se rejoindre de manière satisfaisante plus tard. Mais c'est vrai qu'à ce stade-là, pour moi, qui n'ai pas lu le manga, qui a juste vu ces 12 épisodes de 20 minutes, il se passait beaucoup de choses et j'avais beaucoup d'interrogations auxquelles j'ai toujours pas de réponse, évidemment, mais je capte l'ambiance pour laquelle il voulait aller et je capte surtout quelque chose, que ce soit d'horrifique, qu'on peut avoir dans ces épisodes-là, mais surtout le côté vraiment action, satisfaisant, moins thématique et plus personnel. Ça se concentre beaucoup plus sur les personnages que sur une critique sociale, et ça, je trouve que c'est une force. L'épisode final et le combat est clairement satisfaisant, c'est-à-dire que oui, tout va tourner autour de Denji encore une fois, les ennemis qu'il a, le prof, les traumas, son environnement, voilà, il doit s'adapter et il doit faire face à des gens qui pensent un petit peu comme lui et qui sont un reflet de sa propre personnalité. Mais j'aime bien aussi le fait qu'ils prennent du temps à se rappeler des morts, tout en faisant un peu de comédie par rapport à ça. Et j'aime beaucoup la manière dont ils teasent la suite. Voilà, on va partir dans un délire full conspiration, full gouvernement, manipulation évidente de la part de Makima ici, et en même temps un retour au calme, parce que ça reste des jeunes adolescents, et un teasing sur le passé de Denji. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à sa jeunesse, qui il est réellement. Il y a beaucoup de teasing pour la suite et je trouve ça bien. C'est-à-dire que oui, il se passe beaucoup de choses et oui, il y a des choses que moi je ne comprends toujours pas. Mais je trouve que la série a l'air solide sur ses appuis et je pense que typiquement, lorsque je la reverrai plus tard, imaginons qu'il y ait 3 saisons, j'en sais rien, il y a un film, une autre saison et une 3e saison. Quand je reverrai cette saison 1, je pense que je vais mieux comprendre. J'ai pas revu SNK, mais je pense que si je revois SNK, je vais beaucoup plus comprendre le début. Et là, avec Chainsaw Man, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Donc c'est pour ça que je suis pas frustré par rapport à ce que j'ai vu, même si j'ai pas tout capté. Parce qu'il y a des choses, je sais pas pourquoi on les raconte. Il y a un épisode de 11, c'est quasiment sur des personnages que je connais pas, entre guillemets, mais il y aura forcément un but.
Je le vois pas, vous savez, comme des séries comme Stranger Things, vous savez, il y a un épisode dans la saison 2 qui parle de Eleven avec d'autres personnages. Ça, on sait très bien que c'était pour faire un spin-off. Là, dans Chainsaw Man, j'ai pas l'impression que c'est pour faire un spin-off, mais juste pour raconter une histoire plus tard. J'en sais rien, me dites pas dans les commentaires, j'ai envie de savoir avec le film et le découvrir par moi-même ou lorsque la saison 2 sortira, mais dites-moi ce que vous pensez de la série, qu'est-ce que vous pensez de ma critique, alors peut-être j'ai dit des choses fausses par rapport aux informations que j'ai là actuellement concernant la saison 1, et peut-être vous avez beaucoup plus d'informations, mais dites-moi ce que vous en pensez, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, alcantaré épinglé, afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres, tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits, foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.